Isomérie géométrique et optique. Nous avons vu jusqu'à présent que la présence de carbone asymétrique entraîne une isomérie optique. D'un autre côté, lorsqu'on a une double liaison dont les deux carbones sp2 portent chacun deux substituants différents, on a une isomérie géométrique. Alors on se pose la question, qu'en est-il des molécules qui ont en même temps le carbone asymétrique et la double liaison différemment substituées? Nous allons examiner ceci sur un exemple. Ici, nous avons une formule semi-développée, partiellement condensée, donc on ne voit pas très bien. On va donc développer un peu plus l'écriture pour mieux voir. Il s'agit du 4-hydroxy 3-méthylpente-2-énal. On se pose la question, est-ce qu'il présente une isomérie optique ou géométrique, ou bien est-ce qu'il a les deux types d'isomérie en même temps? Alors, on examine les substituants des différents carbones. Pour le carbone numéro 4, il est lié à OH, H, CH3 et ce groupement qui est entouré. On voit donc que les 4 substituants du carbone numéro 4 sont différents. Il s'agit bien d'un carbone asymétrique. On a un carbone asymétrique et donc la structure présente une isomérie optique. Voyons maintenant la double liaison. Il faut examiner les substituants de chacun des deux carbones sp2. Pour le carbone numéro 2, il est lié à H et CHO. Ces deux substituants sont différents. On regarde maintenant les substituants du carbone 3 à part. Il est lié à CH3 et ce groupement qui est entouré. On voit donc que les deux substituants du carbone 3 sont également différents. On est dans le cas d'une double liaison différemment substituée et donc la structure présente une isomérie géométrique. Donc pour cet exemple, on a aussi bien l'isomérie optique que géométrique ZE. Quel est le nombre de stéréoisomères dans ce cas? Le carbone asymétrique, il peut être soit R, soit S. Et la double liaison, elle peut être soit Z, soit E. On cherche alors toutes les combinaisons possibles. On en trouve 4. Avec une double liaison de configuration Z, on peut avoir la configuration R ou S pour le carbone asymétrique, ce qui nous donne deux stéréoisomères ZR et ZS. De même, avec la configuration E pour la double liaison, le carbone asymétrique peut être également R ou S, ce qui nous donne les deux configurations ER et ES. On a donc en tout 4 stéréoisomères. Pour représenter ces 4 stéréoisomères, on va choisir tout d'abord un des arrangements possibles, ce qui va nous donner le stéréoisomère 1, puis on représente son image par rapport au miroir. Pour déterminer les configurations de ces composés, on va commencer par exemple par la double liaison et on classe les deux substituants des deux carbones sp2. CHO est prioritaire à H. Pour l'autre carbone sp2, bien entendu, le groupement CHOH-CH3 est prioritaire à CH3. C'est donc la configuration E, puisque les deux prioritaires sont de part et d'autre de la double liaison. Maintenant, pour le carbone asymétrique, on va classer ces 4 substituants selon Canning-Gold et Prelog. Pour cela, on doit développer
le substituant qui est entouré, c'est un carbone qui est lié doublement à un carbone et simplement à un autre carbone. Donc, il est lié à 3 carbones. Et donc, le classement est facile puisque OH, c'est le premier. Le deuxième, c'est le groupement qui est entouré. Le troisième, c'est CH3 puisque c'est un carbone lié à 3 hydrogènes. Et enfin, H est le quatrième. Paire derrière, on va faire une lecture directe. On passe de 1 à 2 à 3 dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc, c'est S. L'image par rapport au miroir va changer, comme on le sait déjà, la configuration absolue du carbone asymétrique. Par contre, ça ne change pas la configuration autour de la double liaison. C'est toujours E. CHO et CH3 sont du même côté. Pour le carbone asymétrique, ça sera donc R. Pour obtenir les deux autres stéréoisomères, on va par exemple changer la configuration de la double liaison. Au lieu de mettre CHO du même côté que CH3, on va le mettre de l'autre côté, puis on trace l'image par rapport au miroir, ce qui nous donnera donc les deux stéréoisomères 3 et 4. Les configurations peuvent être déduites facilement. Pour le stéréoisomère 3, les deux groupements prioritaires sont du même côté, donc c'est Z, et l'image par rapport au miroir ne change pas la configuration de la double liaison. Pour la configuration absolue du carbone asymétrique, on voit qu'on n'a rien changé en passant de 1 à 3, donc c'est S, et l'image par rapport au miroir, ça sera R. Les noms exacts de ces composés, ça sera le nom qu'on a donné tout à l'heure, 4-hydroxy, 3-méthylpente-2-énal. Et à chaque fois, on va faire précéder de la configuration. On commence par la configuration de la double liaison, puis celle du carbone asymétrique. Donc pour le stéréoisomère 1, ça sera ES. Pour 2, ça sera ER. Pour 3, on n'a pas changé le carbone asymétrique, mais on a changé la configuration de la double liaison. Donc c'est ZS. Et son image, ça sera bien sûr Z, ça ne change pas, mais R pour le carbone asymétrique. On se pose ici la question, quelles sont les relations de stéréoisomérie que nous allons avoir quand on a des carbones asymétriques et des doubles liaisons différemment substituées. Nous avons pris ici un autre exemple, mais qui est semblable au premier, puisqu'on a un carbone asymétrique et une double liaison différemment substituées. On a donc 4 stéréoisomères. La configuration du stéréoisomère 1 est 3E, 2S, parce que le carbone asymétrique a la configuration S et la double liaison a la configuration E, parce que les deux groupements prioritaires selon CIP sont de part et d'autre de la double liaison. Nous avons ici marqué les indices 3 et 2. Ce sont les indices de la nomenclature IUPAC. Quand on a une double liaison et un seul carbone asymétrique, on peut mettre les indices ou ne pas les mettre. Par contre, quand on a plusieurs doubles liaisons, différemment substituées, et plusieurs carbones asymétriques ou plusieurs carbones asymétriques, on est obligé de mettre les indices. Je rappelle ici qu'on met pour la configuration du composé E avant S, c'est-à-dire la configuration concernant l'isomérie géométrique avant la configuration concernant l'isomérie optique. Le stéréoisomère 2 est image par rapport au miroir du stéréoisomère 1. Ce sont donc des énantiomères. On a marqué la relation entre eux par une double flèche
rouge. Les deux stéréoisomères 3 et 4 sont également énantiomères. Par contre, les deux stéréoisomères 1 et 3, ils ne sont pas images l'un de l'autre par rapport à un miroir. Ce sont donc des diastéréoisomères et on a marqué la relation entre eux par une flèche bleue. Alors, il en est de même pour les deux stéréoisomères 2 et 4. Pareil pour 1 et 4 et 2 et 3. Alors, on se pose la question, combien de stéréoisomères nous avons quand on a des doubles liaisons et des carbones asymétriques dans la même molécule? Quand on a des doubles liaisons, bien entendu, différemment substituées. Alors, on sait que pour n carbones asymétriques, on a 2 à la puissance n stéréoisomères au maximum. Quand on a une double liaison, elle peut être, on a vu, Z ou E. Et de la même manière que pour les carbones asymétriques, quand on a M double liaison pouvant être Z ou E, c'est-à-dire différemment substituées, on a 2 à la puissance M stéréoisomères. Et donc, pour des molécules qui comportent plusieurs carbones asymétriques et plusieurs doubles liaisons différemment substituées, on aura, pour N carbones asymétriques et M double liaison pouvant être Z ou E, on a 2 à la puissance N plus M stéréoisomères au plus. Maintenant, ces 4 stéréoisomères ont entre eux quel type de relation d'isomérie, géométrique ou optique? On reprend ici le même exemple. Si on considère les deux stéréoisomères 1 et 2, pour passer de 1 à 2, on a changé la configuration du carbone asymétrique. Quand on change la configuration du carbone asymétrique, on change l'activité optique. Ce sont donc des isomères optiques. Par contre, on n'a pas changé la configuration de la double liaison. Ce ne sont pas des isomères géométriques. Flèche rouge, donc isomère optique. Il en est de même pour 3 et 4, qui sont images l'un de l'autre par rapport à un miroir. Si on considère maintenant la relation entre 1 et 3, on voit que la configuration du carbone asymétrique est la même, 2s, 2s. Par contre, la configuration pour la double liaison est inversée. On passe de E à Z. Ce sont donc des isomères géométriques. Pareil pour 2 et 4. Maintenant, pour passer de 1 à 4 ou bien de 2 à 3, on voit qu'on a changé la configuration de la double liaison et également la configuration du carbone asymétrique. Exemple, pour passer de 1 à 4, on passe de 3E à 3Z et de 2S à 2R. Ce sont donc des isomères optiques et géométriques en même temps. Dans le cadre de l'isomérie géométrique, nous allons aborder maintenant le cas des molécules cycliques. Dans des cycles, la rotation n'est pas libre. Il y a une rigidité qui entraîne une isomérie géométrique que l'on va appeler cis-trans par rapport au plan moyen du cycle lorsqu'une condition est bien vérifiée et que nous verrons plus tard. Rappelons d'abord les cycles que nous pouvons avoir. Cyclopropane avec 3 carbones, cyclobutane avec 4 carbones, cyclopentane avec 5 carbones, etc. Ces cycles peuvent être substitués
On peut avoir par exemple les cycles disubstitués comme le 1,2-diméthylcyclopropane, ou bien on peut avoir le cyclobutane disubstitué, etc. On passe maintenant à la détermination de la configuration cis-trans d'un cycle. Si nous avons un cycle avec 2 carbones substitués, la première étape donc est de classer selon les règles CIP les 2 substituants sur chacun de ces 2 carbones à part. Ensuite, la deuxième étape, on va lire la configuration de la manière suivante. Si les 2 substituants prioritaires selon Canning-Gold et Prelog sont du même côté du plan moyen du cycle, le composé est 6. Si maintenant les 2 substituants prioritaires sont de part et d'autre du plan moyen du cycle, le composé est dit trans. Prenons donc un exemple, le 1,2-diméthylcyclopropane, et on va déterminer la configuration de ce stéréoisomère. Comme précisé dans la diapo précédente, on va tout d'abord classer les 2 substituants sur chacun de ces carbones, c'est-à-dire sur le carbone 1 et le carbone 2 du cycle. Si on commence par celui-là, le méthyle est prioritaire à l'hydrogène, puis on va classer les 2 autres, pareil, le méthyle prioritaire à l'hydrogène, et on constate que les 2 groupements prioritaires sont tous les 2 du même côté du plan moyen du cycle. Il s'agit donc de l'isomère 6. Donc c'est le 6,1,2-diméthylcyclopropane. Si maintenant les 2 groupements prioritaires, les 2 méthyles, sont de part et d'autre du plan moyen du cycle, ça sera l'isomère trans. Donc le trans 1,2-diméthylcyclopropane. Si on prend maintenant cet exemple et on se pose la question, est-ce qu'il s'agit du cis ou du trans? Pareil, on va essayer de classer les substituants pour les 2 carbones. Et là, on se rend compte que ce n'est pas possible pour le carbone qui porte les 2 substituants identiques. En réalité, ici, ce n'est ni cis ni trans. Il n'y a pas d'isomérie géométrique cis-trans, car un seul carbone du cycle a 2 substituants différents. Donc la condition pour avoir une isomérie géométrique cis-trans, il faut avoir au moins dans ce cycle 2 carbones sp3 avec chacun 2 substituants différents. Dans le cas des molécules cycliques, pour l'étude de la stéréoisomérie, on distingue 2 cas, les molécules cycliques sans carbone asymétrique et celles avec carbone asymétrique. Pour ce premier cas, on considère l'exemple du 1,3-dichlorocyclobutane. C'est donc un cycle à 4 avec 2 chlores en position 1 et 3. On voit qu'il n'y a pas de carbone asymétrique, donc pas d'isomérie optique. Par contre, il y a une isomérie géométrique possible. Pour déterminer la configuration de ce stéréoisomère, on va classer les substituants de chaque carbone du cycle qui est substitué. Donc on classe ici ces 2 substituants, le chlore est prioritaire, puis on classe les 2 autres. Et donc ici, les 2 prioritaires sont du même côté du plan moyen du cycle. Il s'agit donc de l'isomère 6. Par contre, si on considère l'isomère où les 2 chlores qui sont prioritaires sont de part et d'autre du plan moyen du cycle, l'isomère est dit
trans. Ces deux stéréoisomères ne sont pas images l'un de l'autre. Les formes cis et trans ne sont pas images l'une de l'autre dans un miroir. Ce sont donc deux diastéréoisomères. Considérons maintenant le cas des molécules cycliques avec deux carbones asymétriques. On va prendre pour cela un exemple, le 1-bromo-2-chlorocyclobutane. La formule simplifiée est la suivante. Et là, la première question qu'on se pose, c'est quel type d'isomérie nous avons ici? Isomérie optique ou bien géométrique? Ou bien est-ce qu'on a les deux? Pour répondre à cette question, on doit examiner les substituants de chaque carbone pour voir si on a des carbones asymétriques, puis les substituants du cycle pour voir si on a une isomérie géométrique. Si on commence par le carbone 1, ces substituants sont le brome, H, qu'on ne voit pas parce que c'est une écriture simplifiée, puis ce substituant qui commence par un CH2, et l'autre substituant qui commence par CHCl. On constate donc que les 4 substituants du carbone 1 sont différents. Il s'agit donc d'un carbone asymétrique. Il en est de même pour le carbone 2. C'est un carbone asymétrique puisque ces 4 substituants sont différents. On a donc des carbones asymétriques et donc on a une isomérie optique. En ce qui concerne l'isomérie géométrique, on examine les substituants du cycle et là on constate que nous avons un cycle avec deux carbones sp3 qui sont donc les carbones 1 et 2 qui sont différemment substitués, c'est-à-dire que chacun d'eux a deux substituants différents. Pour 1, on a Br et H, pour 2, on a Cl et H. On a donc une isomérie géométrique cis-trans. Et donc pour cet exemple, la réponse c'est qu'on a les deux types d'isomérie, optique et géométrique cis-trans. Maintenant, combien de stéréoisomères on a dans ce cas? On commence par représenter l'un des stéréoisomères en choisissant un arrangement possible dans l'espace. Par exemple, ici, on peut prendre, pour commencer, Br et Cl, tous les deux en avant du plan. Puis on trace l'image par rapport au miroir. Et comme dans le cas des molécules non cycliques, pour trouver les autres stéréoisomères, on va faire une permutation sur l'un des deux carbones asymétriques. Par exemple, on fait une permutation entre Cl et H. On coupe la liaison CCl, CH, et on forme d'autres liaisons de l'autre côté. Puis, on fait l'image par rapport au miroir. Les configurations de ces stéréoisomères sont déterminées de la manière suivante. On va les déterminer pour l'un des stéréoisomères, puis on déduit les autres. Et là, pour donner la configuration d'un stéréoisomère de ce type, il faut préciser les configurations des deux carbones asymétriques et également la configuration du cycle. On va prendre donc le premier stéréoisomère et on classe les substituants selon Canning-Gold et Prelog. Br est le premier, H est le quatrième, le substituant qui porte le chlore est le deuxième et le CH2 c'est le troisième. Pour la lecture de la configuration absolue, on a paire derrière, donc on va faire une lecture directe. On passe de 1 à 2 à 3 en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, donc CR. On fait la même chose pour l'autre carbone asymétrique, 2. On classe les substituants, Cl est le premier, l'hydrogène est le quatrième, le substituant qui porte le brome est le deuxième et le CH2 est le troisième. Ici encore, on a paire derrière,
Donc on va faire une lecture directe. On passe de 1 à 2 à 3 en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc c'est S. Pour la configuration du cycle, on va classer les deux substituants du carbone 1, le brome est le premier, l'hydrogène est le deuxième. Puis on va classer les deux substituants du carbone 2 à part. Cl est le premier et H est le deuxième. Donc les deux prioritaires sont du même côté du plan moyen du cycle. Il s'agit donc de la configuration 6. Et donc la configuration de ce stéréoisomère, ça sera 6, 1R, 2S. Elle précise la configuration du cycle et les configurations des deux carbones asymétriques. Et comme pour le cas où on a une isomérie géométrique ZE puis une isomérie optique, on donne la configuration pour l'isomérie géométrique en premier. Donc 6 suivi des configurations 1R, 2S, comme c'était le cas pour la double liaison et le carbone asymétrique. On commençait par donner Z ou E, ensuite la configuration du carbone asymétrique. Pour l'image par rapport au miroir, on peut déduire la configuration du stéréoisomère facilement. Pour la configuration du cycle, on constate qu'elle est la même. L'image par rapport au miroir ne change pas la configuration du cycle. C'est également un 6. Par contre, on sait que lorsqu'on fait l'image par rapport au miroir, on change les configurations de tous les carbones asymétriques. Donc le 1R va devenir un S et le 2S va devenir 2R. Ça sera donc 6, 1S, 2R. Pour le troisième stéréoisomère et le quatrième, le brome et le chlore sont de part et d'autre du plan moyen du cycle, donc il s'agit de l'isomère trans. Pour les carbones asymétriques, le carbone 1 a la même configuration que pour le stéréoisomère 1, c'est R. Par contre, on a fait une permutation au niveau du carbone 2 et donc on va passer de 2S à 2R. Ça sera donc le trans 1R, 2R et son image par rapport au miroir, ça sera le trans 1S, 2S. Je voudrais ici préciser que bien qu'on a deux carbones asymétriques et un cycle, le nombre de stéréoisomères n'est que de 4 parce que les configurations du cycle et des carbones asymétriques ne sont pas indépendantes. Le 6 ne peut être que, pour cet exemple, un R2S ou bien un S2R. Et donc, on n'a pas plus de combinaisons possibles que ces 4 que nous avons montrées. Nous avons donc vu les deux grandes classes de stéréoisomérie de configuration, c'est l'énantiomérie et la diastéréoisomérie. Et là, on va essayer de voir quelles sont les propriétés et plus précisément par quelles propriétés vont différer deux énantiomères, deux diastéréoisomères. On commence par les propriétés physiques et chimiques. On a déjà vu que pour deux énantiomères, à part l'activité optique, ils ont les mêmes propriétés physiques, c'est-à-dire le même point d'ébullition, le même point de fusion, la même solubilité, etc. S'ils ont les mêmes propriétés physiques, ils vont être donc difficilement séparables par les méthodes classiques. Par exemple, pour séparer deux liquides miscibles, on peut se baser sur la différence de leur point d'ébullition. Pour purifier un solide, on peut se baser sur la différence de solubilité
entre le produit et ses impuretés, etc. Donc, si les propriétés physiques sont pratiquement les mêmes, deux énantiomères vont être difficiles à séparer. Pour les séparer, il y a des techniques très spéciales. Maintenant, pour les propriétés chimiques, on avait dit tout à fait au début de ce chapitre que deux énantiomères ont les mêmes propriétés chimiques dans un milieu achiral. Contrairement aux énantiomères, deux diastéréoisomères peuvent avoir des propriétés physiques et chimiques différentes. Par exemple, les températures d'ébullition, de fusion, la solubilité, etc. en ce qui concerne les propriétés physiques. Et les propriétés chimiques, ce sera les réactions qu'ils peuvent donner. Et nous allons donc voir un exemple. L'acide maléique et l'acide fumarique. L'acide maléique, c'est le Z-but-2-N-dioïque et l'acide fumarique, c'est le E. Ils diffèrent par la configuration de la double liaison. Ce sont donc des isomères géométriques. Ils ne sont pas images l'un de l'autre par rapport à un miroir. Ce sont des diastéréoisomères. Alors, on va comparer les températures de fusion. Ce sont deux solides. La température de fusion de l'acide maléique est de 131 degrés Celsius et celle de l'acide fumarique est de 287, nettement différente. La solubilité est également différente. Pour l'acide maléique, elle est de 780 grammes par litre, alors que pour l'acide fumarique, elle n'est que de 6,3 grammes par litre. Pour expliquer la différence entre les points de fusion de ces deux diastéréoisomères, on examine les interactions entre les molécules, puisque faire fondre un composé revient à rompre les interactions entre ces molécules. Si on examine l'acide maléique, les deux groupements CO2H sont proches l'un de l'autre, ils sont du même côté de la double liaison, et donc permettent une liaison hydrogène intramoléculaire, en plus des liaisons hydrogènes intermoléculaires. Pour l'acide fumarique, il n'y a pas de liaison intramoléculaire. Les deux groupements CO2H sont trop éloignés. Par contre, il y a plus de liaisons hydrogène intermoléculaires. Et donc, pour faire passer l'acide fumarique de l'état solide à l'état liquide, comme il y a plus de liaisons hydrogène intermoléculaires, il faut plus d'énergie. D'où la température de fusion qui est plus élevée. En ce qui concerne la différence de solubilité, elle s'explique par la polarité. La solubilité dans l'eau doit tenir compte de la polarité du composé parce que l'eau est un solvant qui est polaire, donc il solubilise les molécules qui sont polaires. Pour l'acide maléique, nous avons pour la polarité deux vecteurs qui vont s'ajouter. C'est une molécule qui est polaire. Par contre, pour l'acide fumarique, étant donné que les deux groupements CO2H sont de part et d'autre de la double liaison, les deux vecteurs vont s'annuler entre eux. D'où la solubilité très faible dans l'eau parce que l'eau est plutôt polaire. Les propriétés chimiques de ces deux diastéréoisomères sont également différentes. Dans l'acide maléique, qui est l'isomère Z, les deux fonctions acides sont très proches l'une de l'autre et donc peuvent subir une déshydratation par simple chauffage en présence d'un déshydratant. Il y a donc une perte d'une molécule d'eau et la formation d'un anhydride. Dans les mêmes conditions, l'isomère E ne donne rien parce que les deux groupements CO2H sont trop loin
l'un de l'autre. Considérons maintenant les propriétés biologiques. Si on part du fait que les propriétés biologiques découlent de l'interaction ou de la réaction avec les récepteurs biologiques, on peut dire que si un récepteur biologique interréagit différemment avec deux molécules, ces deux molécules auront des propriétés biologiques différentes. En biochimie, par exemple, un récepteur qui est chiral va faire la différence entre deux énantiomères. Il va par exemple reconnaître un seul des deux énantiomères. On peut schématiser ceci de la manière suivante. Nous avons ici deux molécules chirales qui sont images l'une de l'autre, donc ce sont deux énantiomères. Et ce qui est en vert en bas, c'est le récepteur biologique. On a schématisé par des figures géométriques un carré pour le cube, un cercle pour la sphère et le triangle pour la pyramide. On voit que pour l'énantiomère de gauche, le cube s'insère dans le carré, la sphère s'insère dans le cercle et la pyramide dans le triangle. Et donc, ce récepteur va reconnaître cet énantiomère. Si on considère l'image par rapport au miroir, donc l'autre énantiomère, on voit que la sphère s'insère bien dans le cercle. Par contre, pour les deux autres figures géométriques, ce n'est pas le cas. Et donc, ce récepteur biologique va reconnaître un seul des deux énantiomères. C'est comme si on était dans le cas d'une serrure qui reconnaît la clé. En conclusion à cela, des énantiomères peuvent avoir des propriétés biologiques très différentes. Et cette différence provient donc des récepteurs des organismes vivants qui sont constitués pour la plupart de molécules chirales. Pour schématiser cette reconnaissance mutuelle de molécules bien déterminées, nous avons ici l'exemple des enzymes. Ici, nous avons une enzyme avec des sites actifs qui reconnaissent un substrat bien précis. C'est comme si on avait une serrure avec sa clé et on voit que pour le complexe enzyme-substrat, la clé s'adapte sur la serrure. Les exemples d'énantiomères ou de stéréoisomères de manière générale qui ont des propriétés biologiques différentes sont nombreux. On va en citer quelques-uns seulement. Pour commencer, nous avons la deltamétrine qui a 3 carbones asymétriques différents, donc en tout 8 stéréoisomères. On note ici que seul un de ces stéréoisomères est un pesticide biodégradable. Il est doué d'une propriété biologique alors que tous les autres stéréoisomères sont inactifs. L'exemple 2 porte sur la carbone. Nous avons ici un carbone asymétrique qui peut être soit R ou S. Or, dans la nature, les sources biologiques produisent souvent l'un des deux énantiomères. Nous avons la carbone R qui est en grande quantité dans les huiles essentielles de menthe. Elle a donc une odeur de menthe. Par contre, la carbone S est l'un des constituants majeurs des graines de carvi, des graines de cumin. Elle a une odeur de cumin. On voit donc ici que ces deux molécules qui ont la même constitution mais qui sont énantiomères l'une de l'autre ont des odeurs très différentes. Ceci montre encore une fois que les récepteurs biologiques, et ici le récepteur biologique olfactif, reconnaît différemment les deux énantiomères. Donc,
ces deux énantiomères vont avoir des propriétés biologiques différentes. L'exemple 3 concerne le limonène. Le limonène est une molécule qui a un carbone asymétrique également. Donc, il peut avoir deux énantiomères, R ou S. Le limonène se trouve en grande quantité dans les huiles essentielles des agrumes, mais avec la différence, c'est que l'énantiomère R est plutôt dans l'orange, alors que l'énantiomère S est dans le citron. Ces deux énantiomères ont un goût différent. Ils ont donc des propriétés biologiques différentes qui proviennent de la reconnaissance différente des récepteurs biologiques. Le dernier exemple est très particulier parce qu'il porte sur un cas où la différence entre les propriétés biologiques des deux énantiomères a entraîné des conséquences graves. Il s'agit de la thalidomide. C'est un composé qui a un carbone asymétrique, donc qui peut être soit R, soit S. Et entre 1950 et 1960, la thalidomide a été utilisée comme médicament sédatif et antinauséeux, en particulier chez les femmes enceintes, mais il était utilisé sous forme de racémique, c'est-à-dire que dans le médicament, on avait 50% de S et 50% de R. On supposait à l'époque qu'un énantiomère était actif et que l'autre, le stéréoisomère petit d, dextrogir, était supposé sans aucune activité biologique. Et ce n'est que dans les années 70 que l'on a découvert que ce stéréoisomère petit d, dextrogir, provoquait de graves malformations congénitales chez le bébé. Cette photo nous montre des malformations chez un bébé dont la maman a pris de la thalidomide. Pour terminer ce chapitre, on va récapituler tout ce qu'on a vu sur l'isomérie. Deux isomères ont la même formule brute, mais sont différents. Alors, s'ils sont différents par la formule plane, c'est-à-dire semi-développée par exemple, ce sont des isomères de constitution. On a vu dans le chapitre 1 les trois cas possibles, isomères de chaîne, de fonction ou de position. Maintenant, s'ils diffèrent par l'arrangement dans l'espace alors que la formule plane est la même, ce sont des stéréoisomères. Dans les stéréoisomères, on a distingué deux cas, les stéréoisomères de conformation et c'était le chapitre 2, et les stéréoisomères de configuration qu'on a vu dans le chapitre 3. Pour passer d'un stéréoisomère de conformation à un autre, il suffit d'une simple rotation autour du liaison sigma. Par contre, pour passer d'une configuration à l'autre, il faut casser des liaisons et former d'autres liaisons. Dans les stéréoisomères de configuration, on distingue deux cas, les énantiomères et les diastéréoisomères. Les énantiomères, c'est lorsque on a un ou plusieurs carbones asymétriques et ils doivent être images l'un de l'autre par rapport à un miroir. Par contre, les diastéréoisomères, ce sont des stéréoisomères qui ne sont pas images l'un de l'autre par rapport à un miroir. Parmi les diastéréoisomères, nous avons trois possibilités. C'est soit des molécules qui ont des carbones asymétriques, et là, on doit en avoir au moins deux, ou bien ce sont des molécules qui ont une ou plusieurs doubles liaisons différemment substituées, ou bien c'est des molécules cycliques avec deux carbones différemment substitués. Nous avons encadré en rouge
là où nous avons une isomérie optique. C'est le cas de molécules qui ont des carbones asymétriques. Nous avons encadré en bleu les cas où on a une isomérie géométrique, notamment c'est la double liaison différemment substituée et le cycle avec 2 carbones différemment substitués.